Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Lorsque François Soulage m'a demandé d'écrire un livre court et clair sur le thème de la frontière, j'ai relevé le défi. Pourtant je mettais mon énergie à la finalisation de mon 4e et dernier livre, sur la réforme de l'État. C'est donc le pur produit de cette invitation inattendue que le lecteur a désormais en main. Chacun se remémore l'image du lion d'Athéna qui était dressé aux portes du musée de Palmyre, et ce qu'il en reste depuis sa destruction par Daesh. Nous vivons en effet depuis des années, sinon au rythme du moins à côté des forces de la barbarie. Après le 9/11, le président Chirac avait d'ailleurs déclaré « Je ne parlerai pas de choc de civilisation », parce que cela voudrait dire qu'un type de civilisation pourrait adopter le terrorisme comme moyen normal et naturel d'expression, comme élément de culture. Et Jacques Chirac de poursuivre. Par conséquent, je crois que le terrorisme représente plutôt l'action de séquelles de telle ou telle civilisation, et je le répète, à ce titre, il doit être considéré comme une aberration qui doit être extirpée de la civilisation mondiale, qui doit respecter naturellement les droits de l'homme. Cependant, ce qui m'intéresse ici, ce sont davantage les éléments qui concernent nos propres responsabilités dans une globalisation inéluctable, mais encore mal maîtrisée. Ce que Jacques Chirac nomme les séquelles. En travaillant depuis longtemps sur les liens entre l'interne et l'externe, en particulier sur les relations entre l'État et la société, et le plus souvent à partir d'expériences professionnelles variées, elles-mêmes confrontées à des lectures riches et approfondies, je fais, après beaucoup d'autres, un constat qui plus est préoccupant. Il est celui-ci, nous sommes au bout d'un système aux limites d'un type d'organisation sociale. Qui plus est, à cause de la globalisation, ce système est assez généralisé, il formate l'ensemble de la planète pour le meilleur et pour le pire. Aussi suis-je parti de l'idée d'Henri Mintzberg selon laquelle le management est notre problème aujourd'hui. Il résume cela dans ce qui suit. Il fut un temps où les chasseurs inuits pouvaient trouver leur chemin à travers des douzaines de kilomètres dans un désert blanc et plat, guidés uniquement par leur intuition. Il y a quelques années, la snowmobile de 3 jeunes inuits tomba en panne à seulement quelques kilomètres de chez eux, et ils moururent de froid parce qu'ils furent incapables de retrouver leur chemin. Et l'auteur de poursuivre. Je crois que nous sommes, à l'instar des Inuits, en danger de mourir de froid pour la même raison. Notre mécanique, au sens large du terme, c'est-à-dire non seulement nos technologies mais nos systèmes sociaux et en particulier nos organisations, nous éloignent de notre intuition et augmentent considérablement notre difficulté à trouver des solutions à nos problèmes. Il peut alors conclure, mon idée en particulier, est que nous vivons dans une société impossible à gérer comme résultat de notre management. Aussi ai-je travaillé sur les rapports entre management et frontières. Pour moi, le management est un art. Il nous faut retrouver cet art de la limite, qui permet à nouveau de rendre possible la gestion de la société. C'est ainsi que Vittorio Osle considère que la reviviscence d'idéaux stoïciens est notre dernière chance, que pour sauver la planète nous devons réapprendre à aimer les limites. Être capable aussi de répandre cet art à tous les acteurs et faire reculer la cupidité et le mensonge, bref l'irresponsabilité. C'est un art toujours recommencé. En 594 avant Jésus-Christ, Solon mit fin au conflit entre les riches et les pauvres Athéniens endettés, donc esclaves avec leurs femmes et leurs enfants des premiers. Guerrier et poète, il plaidait pour le dialogue. Vous calmez dans votre poitrine la violence de votre cœur, vous qui êtes allés jusqu'au dégoût des plus grands biens. Amenez à la modération votre esprit orgueilleux car nous n'obéirons pas et tout ne vous réussira pas. Comme tout art, le management s'exprime grâce à la maîtrise de techniques. Il n'échappe pas à la méthode. Mais l'art, c'est aussi de l'intuition, une conduite de soi-même, des situations, une capacité à gouverner ses relations avec les autres. Il est l'instrument d'une nouvelle conscience de l'humanité. L'art, c'est enfin et surtout une création de chaque instant. Selon Kant, dans un composé substantiel, de même que l'analyse ne s'arrête qu'avec une partie qui n'est plus un tout, c'est dire avec ce qui est simple, c'est de l'ordre de l'entendement, de même la synthèse ne s'arrête qu'avec un tout qui n'est plus une partie, c'est-à-dire un monde, c'est de l'ordre de l'intuition. Dans ma réflexion sur le management, le thème de la frontière a donc eu un écho particulier. C'est un mot qui m'est depuis longtemps familier et inspirant.
Il aura plusieurs acceptions ici. Tout particulièrement, il a fait rejaillir le souvenir précis d'une lecture d'étudiant où était expliqué que le partage de l'Afrique, en 1885, entre les grandes puissances européennes, avait été effectué, à l'instar de l'exemple européen, en utilisant les fleuves comme limite naturelle des nouvelles frontières. Il était écrit que les populations africaines portaient un regard traditionnellement différent et considéraient ces fleuves davantage comme des lieux de communication, des passages, et non comme des bornes ou des limites. L'Europe aura ainsi projeté en cette fin de XIXe siècle sa propre histoire, sa propre expérience de la frontière en tant que limite et séparation, sur un territoire conquis dont elle répartissait l'espace entre les grandes puissances du moment. Ce management territorial peut rappeler au lecteur tout ce qui reflète, dans nos organisations parfois fatiguées, la réalité des rapports de force et des batailles d'ego qui, loin de l'authenticité de l'entrepreneur et du créateur, charpentent les gouvernances inefficaces. À l'heure où un puissant mouvement de repli vers les frontières nationales et les réflexes identitaires se développe, en particulier en Europe, il faut nous souvenir de l'histoire de l'Occident. Ellul nous rappelle qu'avec le début de l'histoire de l'Occident, nous assistons à la prise de conscience, à l'explication, à la proclamation de la liberté comme sens et comme fin. C'est pourquoi, aujourd'hui, c'est le monde entier qui se trouve en présence de ce double héritage. Nous occidentaux sommes héritiers à la fois du mal que l'Occident a fait aux autres, mais en même temps de la conscience de la liberté, du projet de liberté. Les autres peuples sont héritiers du mal qu'ils ont subi, mais ont été lancés dans la prise de conscience de la liberté. À l'heure de la globalisation, d'une mondialisation planétaire, la délimitation des espaces territoriaux par des frontières ne peut qu'évoluer dans sa nature, sa fonction et sa signification. Dans sa nature, car on voit mal se dresser des lignes de démarcation hermétiques alors que des flux matériels et immatériels de toute nature se frayent des passages et atteignent les sociétés et les individus. Et pourtant des murs se construisent un peu partout, au Proche-Orient, en Amérique du Nord, entre l'Europe et l'Afrique ou en Europe même, aux portes de la Hongrie. Dans sa fonction, dans la mesure où la diversité des cultures est la richesse à préserver, l'humanité a besoin de l'altérité et les nations et les peuples qui portent leurs différences ont besoin pour échanger, communiquer et s'enrichir spirituellement de cette zone de contact. Zone qui est peut-être ce que l'on entend et vit au premier contact comme frontière, c'est-à-dire limite ou délimitation entre deux univers culturels plus ou moins vécus, affirmés ou reconnus. Zone où l'étranger reconnaît son alter ego. Comment gérer aujourd'hui des modes de communication qui, à la fois, acceptent et conservent la différence, sans la diluer ou en l'enrichissant? Dans sa signification, car quelle serait, écrit Chateaubriand, une société universelle, qui ne serait ni française, ni anglaise, ni allemande, ni espagnole, ni portugaise, ni italienne, ni russe, ni tartare, ni turque, ni persane, ni indienne, ni chinoise, ni américaine, ou plutôt qui serait à la fois toutes ces sociétés? Qu'en résulterait-il pour son intelligence, ses mœurs, ses sciences, ses arts, sa poésie? Donc point de funeste ligne de démarcation, de ces barrières improbables, marqueurs d'une situation collective ou personnelle, mais fermée aux autres. Plutôt des marches d'un empire, des passages nouveaux à explorer, c'est sans doute cela la frontière, à l'heure de la mondialisation, des portes et non des murs. Projet titanesque, fondé sur la liberté, équilibre délicat entre des opposés fondamentaux? Certes, mais encore un chemin d'épanouissement pour les individus et les groupes, à mi-distance entre le risque avéré d'uniformisation ultralibérale, le péril nihiliste et la menace du repli sur soi. C'est donc dans cet endroit singulier, et l'on sait que c'est souvent à la périphérie, dans les marges de l'inattendu que se profilent les solutions managériales appropriées, que l'humanité peut prospérer. Ainsi, dans le monde microscopique, des particules élémentaires fantômes peuvent fort probablement surgir de façon soudaine et imprévisible en empruntant de l'énergie à la banque nature. Le flou quantique permettant au temps et à l'espace, puis à l'univers de surgir spontanément du vide. Lewis Mumford parle de moments rares, c'est-à-dire de quelque chose qui se produit de façon si exceptionnelle et met en jeu des forces si insignifiantes, avec pour résultat un changement si radical, qu'on ne peut l'inclure dans aucune prévision scientifique. À l'opposé, les lois du pouvoir tacticien et monstrueux qui exterminent l'adversaire, qui sépare, sectionne, divise, fractionne, segmente, décompose, sont trop connues. Elles détruisent la culture, les civilisations.
Tout un art de vivre et de respect mutuel, toute une exigence de liberté sont bafouées. C'est un nihilisme, la volonté de détruire ou de ne rien construire, de ne rien faire prospérer. Ces attitudes négatives, voire monstrueuses, elles existent. Elles ne sont plus aujourd'hui audibles, ni supportables dans la complexité du monde actuel. Car l'humain, renié, écrasé et ligoté, est destructeur alors qu'il demeure la seule chance de renouveau et de libération des énergies managériales pour réussir et construire des projets ambitieux, pour entreprendre et créer des richesses utiles à la société. Bref, c'est la liberté qui est la solution aux problèmes contemporains dans le cadre du respect de celle des autres. Le mot « frontière » m'a aussi rappelé le beau livre d'Étienne Balibar sur l'Europe. Une Europe sans frontières, parce que constituant elle-même une frontière. À l'heure des flux migratoires non maîtrisés, évoquer l'idée d'une Europe ouverte et généreuse, ce qui ne veut pas dire naïve, où les hommes et les idées circulent aussi bien que les marchandises et la monnaie, semble provocateur. Mais le management aussi doit être ouvert et généreux. Il vectorise la liberté d'entreprendre et décentralise les initiatives. Car la frontière n'est pas que physique, géographique, linguistique ou culturelle. Elle peut être imaginaire et exprimer des limites à nos désirs, à nos souhaits, générant la paralysie de l'audace et du courage, autant de Rubicons intérieurs que l'individu ou le groupe hésite à franchir. Par conséquent, dans cette association du mot « frontière » avec celui de « management », je voudrais tenter d'exprimer l'indicible, cette part du management qui nous manque cruellement aujourd'hui et qui devrait revenir en force avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard, c'est-à-dire au moment où nos sociétés seraient devenues figées et comme automatisées, réduites par une dictature technologique et ultralibérale à une civilisation du non-sens. Nous parlons ici de la notion de délimitation, de limitation ou encore de limite. On délimite ainsi une frontière, réelle ou imaginaire qui devient une référence fondamentale. Une limite est ce que l'on ne peut franchir dans les faits. Mais c'est aussi ce que parfois l'on peut repousser, lorsque c'est devenu possible. Puis existent également des limites légales ou éthiques, qu'une société ou une civilisation se donne pour garantir sa durée. Il y a aussi ce rapprochement intéressant que fait Gilles Deleuze, entre la notion d'effort et celle de limite. Il établit ainsi que l'individu est puissance, c'est-à-dire qu'il possède la capacité à reporter les limites. Dans le domaine psychologique, l'idée d'individu et d'individuation n'introduit-elle pas la formation d'une limite entre une personne et son environnement extérieur ? Certes, l'individu est un être social, mais d'une part, il n'est pas fusionnel avec la société, et d'autre part, il n'est pas divisible. À cet égard, l'émergence de l'individu puis son retour en quelque sorte après un XXe siècle des masses est riche d'espoir. Il peut faire pièce face à un monde de plus en plus unifié. Ce monde est caractérisé à la fois par la mondialisation, la création d'États-continents et l'abolition toute relative des frontières, et par le phénomène de globalisation dont la caractéristique essentielle réside dans l'interdépendance croissante entre une multitude d'acteurs, de facteurs et de problèmes. D'où cette ambivalence de la notion de frontière à la fois limite et passage, que nous rencontrerons tout le long de ce livre avec la problématique du management, et pour tout dire de la démocratie, la question de l'individu manager de lui-même et des autres est ainsi posée. J'ai toujours eu le goût des mots, et ce goût m'a parfois trompé. Car s'il n'y a pas de pensée sans mots, encore faut-il trouver le vrai sens du mot. On est donc en présence d'une construction, déconstruction, reconstruction du mot. Et le sens retrouvé indique le chemin. Quelle organisation n'a pas été inhibée, parce que prisonnière d'un mot ? Le mot, c'est une puissance de feu. Une puissance libératrice et c'est aussi parfois le pouvoir usurpateur qui enferme la pensée et l'action dans un univers glauque, hermétique et stérile. J'ai vécu cela professionnellement comme beaucoup d'autres. Le mot interdit, le mot galvaudé ou pris en dérision. Le refus du mot solution. J'ai vécu le moment du mot et son impossible temps d'existence. Que le manager ne sache pas que le lancement d'un projet est impossible dans une période donnée, mais probable dans une autre, et c'est l'échec avéré. Qu'il sache à contrario prononcer le mot juste, et c'est l'élan insufflé vers des réussites avérées. Les frontières d'une culture d'entreprise sont solides car elles sont par nature imaginaires, collées à des esprits inconscients de leur emprise. Le management demande des artistes de l'instant, Bachelard, qui repoussent les frontières entre le possible et l'impossible et font prendre conscience.
En ce sens, André Malraux avait raison d'écrire que le XXIe siècle sera spirituel. Car la maîtrise scientifique et technique des hommes devra être de plus en plus adossée aux richesses humaines de l'esprit pour une maîtrise supérieure, celle du sens et des finalités. Les organisations aujourd'hui font face à des défis importants, de plus en plus complexes et dans lesquels leur pronostic vital est parfois engagé. Comme dans des mauvais médicaments, l'action du manager est parfois impropre car l'excipient qui accompagne le produit approprié est dangereux ou risqué. On trouve le bon remède, mais on l'inocule de telle manière que l'on détruit ses capacités d'action. Par ailleurs, le plus souvent, il est inutile d'attendre la phase curative, le moment où la vraie frontière est franchie alors qu'il faut toujours agir préventivement, en deçà des limites, selon le principe d'Hippocrate, primum non nocere, d'abord ne pas nuire. Ce court essai sur le management et la frontière peut aussi se lire comme un appel d'urgence à mobiliser les énergies, pour que les organisations retrouvent leur finalité propre, des organisations au service des civilisations. Chapitre 1 La réalité, seule frontière de l'action. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.